Chaque saison NBA a droit à son lot de surprises, et parmi ces surprises, il y a souvent des joueurs qui sortent du lot, 15-20 joueurs par saison, c'est des rookies, des joueurs en milieu d'expérience, des joueurs très expérimentés, presque à la retraite, et ces joueurs ils peuvent être dans différentes franchises, des franchises qui jouent le titre, des franchises qui jouent plus rien du tout, des franchises qui s'accrochent pour un play-in ou pour accéder aux playoffs directement. Bref, il y a plein de possibilités pour s'exprimer en NBA, et il y a chaque année de nombreux joueurs qui nous surprennent. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo, puisqu'on va parler de mes 10 joueurs à suivre. J'ai choisi 10 joueurs de 10 franchises différentes, 5 à l'ouest, 5 à l'est, et donc on va parler de manière un peu crescendo de ces 10 joueurs qui vont, selon moi, exploser cette saison. On va y aller vraiment crescendo parce que on va commencer tout petit avec un joueur qui n'est pas vraiment un joueur très attendu, dont on ne parle pas beaucoup. C'est un rookie qui sort d'une bonne fac en NCAA, mais peut-être pas la plus connue, peut-être pas la plus grande fac. Et donc ce joueur, c'est Cedric Coward, qui a été drafté donc par les Grizzlies à la 11e place de la dernière draft, donc draft 2025. C'est un joueur dont on ne parle pas énormément, évidemment 11e choix d'une draft, c'est pas un joueur français, donc évidemment on n'en parle pas énormément ici, mais c'est un joueur que moi j'attends beaucoup. Il est né en 2003, donc il a 22 ans, plutôt un joueur expérimenté du coup, il a fait 4 saisons en NCAA, ce qui est le maximum qu'on puisse faire, et c'est un joueur d'1m98, un arrière d'1m98, ce qui est plutôt grand pour le coup, mais c'est un peu les arrières modernes, les joueurs modernes de basket. Et donc il a joué, comme je l'ai dit, 4 saisons en NCAA, mais ce qui est incroyable, on peut le voir ici, c'est son parcours. Parce qu'il a commencé en 2021-2022, donc c'était il y a 4 ans, 4 saisons, il était en 3e division de NCAA, et quelques années plus tard, il est drafté au premier tour, et même au début du premier tour, 11e, c'est excellent, par les Blazers, pas par les Grizzlies, mais ensuite il a été donc récupéré par ces Grizzlies, et c'est un excellent choix, parce que la progression qu'il a, d'être passé dans une fac vraiment que personne ne connaît en NCAA, jusqu'à une fac comme Washington State, c'est un excellent parcours, c'est un super parcours pour lui. C'est un joueur qui est à 17 points de moyenne, 7 rebonds, quasiment 4 passes décisives par match, à 55% au tir. C'est des stats qui sont incroyables. Alors, il était le meneur de cette équipe, pas au sens du poste évidemment, mais au sens de la hiérarchie. C'était celui qui emmenait cette équipe, c'était le franchise player de cette équipe presque. Alors forcément, il a des stats qui sont un peu supérieurs à ce qu'il aura l'année prochaine en NBA, mais quand même, je pense qu'on peut avoir pas mal d'espoir pour lui. Les quelques attentes que j'ai notées là, alors c'est mes attentes à moi, je pense qu'il pourrait intégrer donc la rotation des Grizzlies, pas le 5 majeur, mais la rotation. On a vu qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient partis, surtout sur ce poste-là, même s'il y a KCP qui est arrivé, je pense qu'il y aura de quoi faire des rotations. Pourquoi pas une participation aussi au Rising Star Challenge. On sait qu'il y a, je sais plus, c'est une quinzaine de joueurs qui sont sélectionnés. Alors moins de rookies, évidemment, il y a des rookies et des sophomores. Mais pourquoi pas une participation au Rising Star Challenge. En tout cas, moi je l'attends comme un rookie surprise qui potentiellement pourrait être dans la discussion pendant un moment pour le titre de rookie de l'année. Et je le vois à environ 15 points de moyenne, peut-être moins, c'est peut-être très optimiste. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il dépasse les 10 points de moyenne, pourquoi pas. C'est même très optimiste, je réalise maintenant ce que j'ai marqué. 15 points de moyenne, c'est quand même beaucoup. Mais c'est toujours des très bons joueurs que draftent les Grizzlies. Alors même s'il n'a pas été drafté par les Grizzlies à proprement parler. Et voilà, c'est un joueur que j'attends beaucoup. Le deuxième joueur, c'est un joueur qui n'était pas là l'année dernière en NBA, qui était en Euroleague, et qui a même remporté l'Euroleague, puisque c'est Nigel Hayes-Davis, qui va jouer cette saison avec les Phoenix Suns, et l'année dernière, il a remporté donc le Final Four d'Euroleague. Il a été le vainqueur, et il a aussi été le MVP, comme on peut le voir ici sur la petite photo. C'est un joueur américain qui avait été drafté en 2017, si je dis pas de bêtises, qui fait 2m1 pour un Elite Four, c'est pas si grand que ça pour le coup, et qui a 30 ans, quand même, il a 30 ans, et il a joué je crois une saison et demie en NBA, pas tant de matchs que ça. Par contre en Europe, il a eu
un beau petit chemin. Il a joué à Galatasaray, il a joué en Lituanie, avant de rejoindre le Barça, puis Fenerbahçe pendant 3 saisons, avant d'être champion avec eux. Donc en 2025, c'est un joueur qui montait l'année dernière à 14 points de moyenne, 4 rebonds, 2 passes décisives, 48% au tir, 49 presque, une interception par match. Et c'est un joueur qui a réussi à marquer 50 points dans un match d'Euroleague. Incroyable, une grosse perf. Et cette saison, avec ses Suns à l'avant, il y aura de la place pour lui. Je le vois même titulaire, franchement. Et pour moi, c'est l'essentiel de son travail l'année prochaine, c'est d'intégrer le 5 majeur des Suns. Je pense qu'il en est capable. Je pense qu'il est aussi capable, pourquoi pas, de mettre 7-8 points de moyenne. Je le vois pas non plus beaucoup plus que ça. Mais c'est quand même un gros scoreur, donc on sait jamais. Peut-être qu'il sera même proche des 15 points, pourquoi pas. Et cette équipe des Suns, elle peut espérer, l'objectif collectif évidemment, c'est d'espérer d'aller chercher le play-in. Je pense pas qu'elle puisse espérer plus. Et son objectif personnel, évidemment le plus important, c'est de perdurer en NBA, avec ses Suns pourquoi pas, mais pourquoi pas dans une autre franchise aussi. On a vu le parcours de Yabusele, qui cette saison est avec une équipe qui gagne, enfin qui en tout cas devrait gagner beaucoup de matchs. Et là les Suns c'est pas parti pour gagner beaucoup de matchs je pense, mais c'est quand même un bon début. Dans une franchise un peu en difficulté, il peut montrer de belles choses, et j'ai hâte de voir cette saison. Le prochain joueur, on n'en parle pas non plus énormément, mais on commence un tout petit peu à en parler. On a dit qu'on montait crescendo, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne pendant l'Eurobasket, parce que c'est un joueur que je trouvais magnifique, avec l'équipe du Portugal, puisque c'est Neemias Queta, le Portugais donc de 26 ans, qui mesure 2m13, donc une super taille pour un pivot, qui a joué 4 saisons en NBA, 2 avec les Kings, 2 avec les Celtics, et il a été champion NBA sur la première saison avec les Celtics. C'est un super pivot qui a fait un super Eurobasket. J'étais fan de lui, de son duo avec Raphaël Lixbao pendant l'Eurobasket, et ils ont atteint les 8e de finale, ce qui est pas mal, et ils ont aussi mis en difficulté, on l'oublie aujourd'hui, on l'oubliera dans les livres d'histoire, mais moi je me rappellerai toujours qu'ils ont mis en difficulté cette équipe d'Allemagne, qui a fini championne d'Europe, et ils les ont bien mis en difficulté même, en menant pendant 3 quarts temps avant de se faire rattraper. C'était un peu dommage pour eux, et d'ailleurs il était vraiment très déçu. Et cette saison, il va pouvoir montrer pas mal de choses. La saison dernière, il était à 5 points, 4 rebonds quasiment, presque une passe décisive par match. Ces passes décisives pendant l'Euro, elles étaient pépites. Vraiment, c'était incroyable. 65% au tir, bon, c'est un pivot. Évidemment, c'est un nombre qui est élevé. Quasiment un contre aussi par match. Ça, il pourrait peut-être l'augmenter. Les points aussi, je pense qu'il pourrait les augmenter. Parce que cette saison, il n'y a plus de Al Horford, il n'y a plus de Luke Kornet, il n'y a plus de Kristaps Porzingis. C'est les 3 qui étaient devant lui. Luke Kornet, oui, Luke Kornet était un peu devant lui, c'est vrai. C'est les 3 donc qui étaient devant lui l'année passée, et il était quand même à 5 points de moyenne. Cette saison, il n'y a plus tout ça. Il y a Luka Garza aussi qui est arrivé. Il y a Chris Boucher à l'intérieur, mais c'est pas un 5. Et il aura beaucoup de place, je pense. Il aura beaucoup de place pour prendre des points et vraiment devenir, pourquoi pas, titulaire indiscutable avec ses Celtics. Donc j'ai mis un maillot juste derrière, c'était le maillot époque Marcus Smart, à la belle époque avec ce magnifique maillot. C'était il y a 3-4 ans. Pour moi, il pourrait atteindre aussi les 10 points de moyenne, et pourquoi pas aller chercher les playoffs avec ses Celtics, que je vois pas aller plus loin qu'un premier tour, mais quand même aller chercher les playoffs, ce serait une belle perf. Sans Tatum, sans Horford, sans Porzingis, sans Jrue Holiday. Une équipe qui a été bien démantelée pendant l'été. Et pourquoi pas faire 15, peut-être 20 double-double cette saison. Ça peut être un objectif personnel pour lui. Mais pour moi, c'est un joueur qui peut faire une très très belle saison. Encore une fois, on n'en parle pas énormément. Mais c'est un super joueur, un très beau talent, le meilleur portugais en NBA, le seul je crois d'ailleurs. Le prochain, il n'est pas portugais, mais il est français. On en parle un peu plus en France, un peu moins peut-être aux États-Unis. C'est Gershon Yabusele, dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on parlait de Nigel Hayes Davis. Il joue au même poste, d'ailleurs, que Davis. Il a aussi participé à l'Eurobasket comme Neemias Queta, il s'est aussi arrêté en 8e de finale. C'était un peu plus décevant pour l'équipe de France et pour lui, dont il était le capitaine d'ailleurs, très important.
Il a 29 ans, donc un an de moins que Nigel Hayes-Davis. C'est un 95, 2m1, et lui aussi a joué en Europe. Alors pas au Barça, mais au Real. Et il a joué aussi à Lasvel. Il a fait un petit tour d'Europe, même en Chine. Je l'avais découvert quand j'avais travaillé sur la vidéo des Knicks. Et l'année dernière, il a rejoint les Philadelphia 76ers, les Sixers de Philadelphie, où il s'est pas passé grand-chose, mais lui a été bon. Franchement, ça a été une révélation. Et cette saison, il pouvait signer dans plein de franchises. Il y a plein de franchises qui lui faisaient un peu du pied. Et il a signé aux Knicks. Super affaire, évidemment, parce que c'est une équipe qui va jouer au moins le titre de conférence, je pense. Et peut-être le titre complet. Ils ont un vrai bel effectif. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait sur les Knicks, évidemment. Et l'année dernière, c'était 11 points, 5-6 rebonds par match, 2 passes décisives, 50% au tir. Bref, une belle saison. C'est pas évidemment le joueur qui va planter 50 points dans un match NBA, mais quand même, il en a marqué 30 et quelques dans un match d'Eurobasket. Il a été phénoménal. Non, c'était moins que 30, je sais plus. C'était plus de 25, mais c'était moins de 30. Bref, c'est un joueur exceptionnel qui colle parfaitement à l'ADN des Knicks et qui, pour moi, pourrait intégrer la rotation de ces Knicks. Ça va être un peu compliqué parce que il y a quand même potentiellement Karl Anthony Towns devant lui. S'il joue en 4, si jamais il joue en 5, du coup, il y aurait peut-être personne devant lui, mais en tout cas, c'est pas sûr qu'il soit titulaire. Je pense qu'il va commencer certains matchs, mais peut-être pas l'essentiel de la saison. Ça, j'en suis à peu près sûr. Mais il pourrait intégrer la rotation de ces Knicks. Il pourrait aussi marquer aux alentours des 10 points de moyenne. J'attends pas beaucoup plus de lui. Il a 29 ans maintenant, donc je le vois pas spécialement progresser à ce niveau-là. Le plus important, je pense, pour lui, cette saison, son objectif personnel, c'est d'aller chercher l'amour du Madison Square Garden, parce que c'est un public de tarés, vraiment, qui aime pas beaucoup généralement les joueurs étrangers. À New York, on n'aime pas trop ça, mais lui peut coller parfaitement aux Knicks, et j'espère qu'il va coller parfaitement avec ces Knicks, parce que j'espère que ces Knicks pourront peut-être aller en finale NBA. Et si lui connaissait les finales NBA, peut-être même en tant que titulaire, on sait jamais, il y a des blessures parfois pendant les playoffs, ça pourrait être fou. On aurait un Français titulaire pendant les finales NBA, un bon Français, peut-être l'un des meilleurs en équipe de France sur ces dernières années. Et voilà, j'attends Gershon Yabusele très très haut, c'est mon 4e joueur à suivre. Le 5e, on en parle un peu plus encore que lui, on continue notre montée crescendo, puisque c'est Jalen Johnson, des Atlanta Hawks, qui avait fait une excellente saison l'an passé. Vraiment une super saison, celle d'avant aussi. Le problème de l'an passé, c'est qu'il avait joué que 36 matchs, ce qui est vraiment très peu. Il avait été beaucoup blessé. Et c'est sa 5e saison donc avec les Hawks. Il n'y a même plus de nom maintenant pour ces saisons-là. C'est plus un rookie, c'est plus un sophomore, c'est plus un junior ni un senior. Il n'y a plus de nom, c'est tout simplement sa 5e saison pour un joueur qui a seulement 23 ans. Très jeune pour une 5e saison NBA. 2m6 pour un ailier force, un poste 3-4. Et c'est un joueur tellement dynamique, tellement fort, qui va vite, qui est très puissant. Bref, c'est un joueur très sympa à avoir joué, Jalen Johnson, qui était aux alentours des 19 points de moyenne, 10 rebonds par match. Pour un ailier, c'est exceptionnel. Alors, il n'a pas joué beaucoup de matchs, donc c'est pas tellement régulé. En tout cas, il aime bien les stats un peu rondes, parce que 10 rebonds de moyenne, 5 passes décisives, 50% au tir, 1 compte par match, 1,6 en termes d'interception. C'est des super stats. Alors, sur 36 matchs, certes, mais c'est des super stats. Franchement, incroyable. Et cette saison, pour moi, il a un objectif majeur, c'est d'être la 3e option des Hawks. Il y a évidemment Trae Young, la première option, qui en plus est un meneur, donc c'est le premier à avoir le ballon sur le terrain. Il y a en plus Porzingis, qui sera pour moi une belle 2e option, mais qui pourrait être blessé aussi. Et pour moi, lui, c'est la 3e option. Vraiment, il faudra compter sur lui. Et ce qui est bien, c'est que c'est des postes qui sont très éloignés. Le 1, 3 et 5, c'est les plus éloignés. C'est les 3 postes les plus éloignés, en fait. Et moi, je le vois aux alentours des 20 points de moyenne, peut-être même plus. Pourquoi pas aller chercher la 3e, entre la 3e et la 5e place à l'Est. Moi, je les avais mis 5e de la conférence Est. Et faire des grosses perfs en playoff. Ça aussi, c'est un objectif personnel.
et qui va s'inscrire dans un objectif collectif, parce que ces Hawks, vraiment cette saison, ils peuvent, pourquoi pas, faire quelque chose. En tout cas, je les attends plutôt haut dans cette conférence Est, et il y a de la place, et cet homme, à mon avis, il va jouer un rôle principal, un rôle essentiel dans cette équipe, cette saison. Le prochain joueur dont on va parler maintenant, c'est le 6e joueur, donc à suivre selon moi. Il a joué en finale NBA la saison passée, puisque c'est un joueur des Pacers, et puisque c'est Bénédicte Mathurin, le Canadien, qui est très jeune encore. Il va entamer sa 4e saison en NBA, après 3 bonnes saisons pour le coup, même s'il y a eu des bons comme des moins bonnes choses. Et 23 ans aussi seulement, c'est encore jeune. 1m96, et donc c'est un arrière qui peut aussi jouer poste 3. Et il a connu l'an passé les finales NBA avec ses Pacers qui ont eu un parcours incroyable. Le plus beau parcours de l'an passé, je pense, avec le Thunder évidemment, mais qui sont champions donc ça compte pas vraiment. Mais en tout cas, parmi les 29 perdants de cette ligue, c'était sûrement la plus belle, le plus beau perdant, qui en plus ont perdu au match 7 des finales NBA. Et cet homme, l'année dernière, je trouve qu'il a pas été ultra présent. Mais cette saison, moi je l'attends vraiment très haut. Il avait 16 points de moyenne, 5 rebonds, 2 passes décisives par match, 46% au tir. Et pour moi maintenant, il n'y a plus Tyrese Haliburton, il n'y a plus Miles Turner. Il doit devenir la 2e option des Pacers, après Pascal Siakam évidemment. Il doit tourner aux alentours des 20 points de moyenne, je dirais. Il peut vraiment augmenter ça, en sachant qu'il n'y aura plus Haliburton, donc ni Turner, qui marquait pas mal de points. Il n'y a pas énormément de remplaçants, donc cette équipe des Pacers, elle peut vraiment mettre en avant Mathurin cette saison, qui est un super joueur quand même, qui peut faire plein de choses, tirer à mi-distance, qui peut pénétrer aussi, qui peut tirer à longue distance, et à mon avis, l'objectif de ces Pacers, c'est de retrouver les playoffs, même si ça va être un peu compliqué. Et son objectif personnel à lui, son gros objectif, peut-être le plus gros, c'est d'espérer d'être, pourquoi pas, candidat au titre de MIP, avec 16 points de moyenne. Imaginons qu'ils prennent beaucoup plus de tirs et que ces Pacers terminent, je sais pas, 5e de la conférence Est. S'il est à 22, 23 points, ce qui est quand même pas mal, ce qui est beaucoup même, pourquoi pas MIP, ou en tout cas candidat au titre de MIP, c'est pas forcément le moins MIP de la saison, mais en tout cas, pourquoi pas un candidat. Moi je le vois faire une belle saison en tout cas, tous les joueurs qui sont là, je les vois faire de très belles saisons, et je prends pas énormément de risques non plus, peut-être plus sur Cédric Coward, peut-être plus un risque, mais Mathurin, je prends pas un énorme risque, je pense qu'il va faire une belle saison, à moins évidemment qu'il y ait une blessure, mais ça évidemment je peux pas l'anticiper. Le 7e joueur donc dont on va parler maintenant, c'est l'un des joueurs dont on parle le plus en NBA en ce moment, parce qu'il va faire ses débuts en NBA prochainement, c'est tout simplement le numéro 1 de la dernière draft, au premier tour, le premier choix, qui va jouer avec les Dallas Mavericks. Lui qui a 18 ans encore, qui est tout jeune, qui aura 19 ans fin décembre, c'est un 2006, c'est énorme, on prend tous un coup de vieux quand on voit que ce bonhomme c'est un 2006, 2m6, un ailier fort, c'est pas encore trop, peut-être plus poste 3 que 4, mais bon, ce serait peut-être au niveau de la taille qu'il y aura un problème au poste 4 et encore. Il a fait une seule saison en NCAA, c'était avec Duke, qui est l'une des plus grosses facs, peut-être la plus grosse fac de NCAA, et avec lesquelles, qui a connu quand même de très grands joueurs dans l'histoire, mais ils ont été éliminés dans le Final Four, dans le premier match du Final Four, cette sorte de demi-finale, même si c'est pas vraiment appelé comme ça. Il avait été élu sur la saison régulière meilleur joueur de sa conférence, meilleur rookie de sa conférence. Et ça, dans sa conférence, il n'y a que 3 joueurs qui l'ont obtenu. Et il a fait quelque chose d'exceptionnel l'an passé, avec des stats exceptionnelles aussi. On a déjà pas mal parlé dans la vidéo sur les Mavs. La plupart, j'ai essayé de ne pas mettre les joueurs que j'avais mis à suivre dans chacune des vidéos que j'avais mis dans ce guide NBA. Mais là, j'ai pas pu ne pas parler de lui, parce que 19 points en NCAA, 7-8 rebonds, 4 passes décisives, 48% au tir,
et 1,4 comptes par match, 1,4 interceptions par match. C'est des stats de fou. Et je pense qu'il est capable vraiment de bien s'intégrer dans un collectif NBA, parce qu'il a toutes les qualités, il s'est contré, il s'est intercepté, il s'est marqué, il s'est passé, il sait tout faire, c'est un joueur moderne, tout ce qu'il y a de plus moderne. Ses objectifs pour moi, c'est assez bizarre pour un premier pour un premier pick de draft, mais c'est d'être la deuxième ou troisième option de ces Mavericks. Alors, deuxième c'est quand il n'y aura pas Kyrie, troisième c'est quand il y aura Kyrie, et Anthony Davis donc. Mais sur certains matchs, on sait que Davis va pas faire les 82 matchs, donc sur certains matchs, il sera même la première option. Ça, c'est une certitude. Et ça va lui faire du bien, je pense, d'être dans une équipe en plus qui peut lui donner de beaux ballons, avec laquelle il va beaucoup progresser cette saison, je pense. Et moi, je le vois autour des 15-20 points de moyenne. Pour un rookie de l'année, c'est ce qu'on attend à chaque fois, puisque évidemment, son objectif, c'est d'être rookie de l'année et de disputer, pourquoi pas, quelques matchs en play-off en fin de saison, si jamais ces Mavs se qualifient pour les play-offs. Mais en tout cas, oui, son gros objectif, c'est d'être rookie de l'année, je pense, et de bien s'intégrer avec ses Mavs. Et je pense qu'il a très envie de jouer les play-offs. Ça serait fou. Pour une première saison, jouer directement les play-offs, c'est très rare. Même s'il y a évidemment des légendes comme Magic Johnson qui ont été champions NBA sur leur première saison. Je pense pas que ce sera le cas des Mavs, mais on sait jamais. On sait jamais, s'il nous fait une saison de malade. On sait jamais. On va encore monter plus haut pour le prochain joueur, puisqu'on va parler d'un joueur qui est presque un franchise player, puisqu'on va parler de Alperen Sengun. Certains disent que c'est un franchise player, d'autres disent que pas encore ou pas du tout. En tout cas, c'est un jeune joueur, 23 ans, et le talent qu'il a pour un joueur de 23 ans, et de ce qu'il a montré pendant l'Eurobasket, c'est assez incroyable, parce que son équipe, la Turquie, qui était pas favori, alors moi je l'avais mis parmi les 5 favoris, mais je sais pas si je l'aurais mis en finale. En tout cas, je la voyais peut-être atteindre les demi-finales, pourquoi pas. Elle a quand même atteint les finales, elle a quand même fait peur à l'Allemagne aussi en finale, parfois. Et lui faisait partie du All-Star 5 Team, de la All-Star 5 Team, du 5 majeur, quoi, du tournoi, en gros. Maintenant, ça fait quelques saisons qu'il est avec ses Rockets, qu'il joue en NBA. Il a commencé jeune, mais c'est un joueur incroyable, ce mini Jokic, qui cette saison va être un super Jokic. On l'a vu dominer Nikola Jokic pendant l'Eurobasket, et bah cette saison ils vont avoir plusieurs occasions de s'affronter. Il y en a au moins 3 je pense, 2 ou 3. Ouais, au moins 3 je pense, 3 ou 4 même. Parce qu'il y a la NBA Cup, je sais même pas s'ils sont dans le même groupe, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, Rockets, Nuggets, ça va donner de beaux affrontements parce que c'est 2 gros favoris à l'ouest. Et Alperen Sengun, pour moi, il peut faire de belles choses. La saison passée, il était à 19 points de moyenne, 10 rebonds, en double-double. 5 passes décisives, c'est un super passeur aussi. C'est un joueur qui peut prendre le ballon sur la ligne des lancers francs, et qui peut derrière orienter, se retourner et passer un peu partout. À 49% au tir, une interception par match, presque un compte par match aussi. Pourtant, il n'est pas si grand que ça pour un pivot. Et un compte par match, c'est pas mal, mais il est très mobile. Et c'est pas un super défenseur, c'est un peu comme Jokic, mais c'est un attaquant qui sait tout faire. Il a toute la palette du pivot moderne en attaque. Et cette saison, donc, il y a Kevin Durant dans l'équipe, donc qui sera peut-être pas la première option offensive, mais pour moi, son objectif majeur, c'est de devenir cette première option chez les Rockets, parce que Kevin Durant, bah, il est quand même vieux maintenant, avec tout le respect que j'ai pour lui. Il commence un peu à vieillir, et lui, il est dans la force de l'âge, et il doit s'imposer. Vraiment, cette saison, pour moi, c'est très important. Dépasser les 20 points de moyenne, bon, comme la saison dernière, non, pardon, pas comme la saison dernière, justement. Dépasser les 20 points de moyenne, être All-Star, ça me paraît aussi essentiel. Si ces Rockets sont, comme je l'ai dit, deuxième à l'ouest, bah, il y aura au moins 2 All-Stars, je pense. Et Kevin Durant et lui, ils font de belles figures d'All-Star, de potentiel All-Star en tout cas. Et aller chercher le top 3 à l'ouest, ça me paraît aussi essentiel. Mais moi j'ai vraiment très confiance en sa saison. J'ai vu ce qu'il a donné à l'Euro, et c'était exceptionnel. Donc là, cette saison, je l'attends avec impatience pour Sengun. Je l'ai pas mis dans mes joueurs à suivre, j'avais mis Kevin Durant à dessein pour pouvoir le garder de côté.
parce que c'est le joueur que j'attends le plus, réellement, dans ces Rockets. C'est même pas Kevin Durant, c'est lui. Et le prochain, c'est pareil, on n'avait pas parlé dans les joueurs à suivre, sauf que c'était pas pour les Rockets, mais pour le Orlando Magic. On avait parlé de Desmond Bane, mais on n'avait pas parlé, vraiment beaucoup, de Paolo Banchero, qui est le franchise player, le vrai franchise player de cette équipe du Magic. 22 ans, il est encore plus jeune, lui, qui a fait pour le moment 3 saisons NBA, c'est sa 4e. Il a été All-Star l'an passé, et c'était totalement mérité d'ailleurs. Ailier fort, donc 2m8, c'est peut-être le digne héritier au niveau du jeu de LeBron James, en tout cas c'est celui qui le représente le mieux, je trouve, dans la nouvelle génération. Et il a aussi joué donc avec Duke. En NCAA, c'est un super joueur qui a vraiment eu de beaux apports cet été. Il y a l'arrivée de Desmond Bane par exemple, il y a l'arrivée de Tyus Jones, et il va falloir bien jouer dans une raquette qui est pas hyper bien composée, parce qu'il y a Wendell Carter Jr. qui pour moi n'est pas un pivot titulaire d'une grande équipe en NBA, et pour moi, c'est Magic, il peut aller viser plus haut, lui en tout cas peut viser encore plus haut que ça, je pense, parce qu'il est quasiment l'année dernière à 26 points de moyenne, 7,5 rebonds, 4 passes décisives, 5 presque, 45% au tir, et pour moi il peut encore aller chercher plus haut, pour moi il peut aller dépasser les 25 points même, encore plus en tout cas, et assumer surtout son rôle de franchise player, être la première option définitive, et ce Magic, pour moi, peut espérer aller chercher le top 3 à l'est, pardon, je vais y arriver, parce qu'il y a plus grand monde à l'est, les Celtics c'est compliqué, les Bucks on sait pas trop, les Pacers, il y a beaucoup de... ils ont été bien démantelés, il y a pourquoi pas les Hawks, pourquoi pas les Pistons, il y a évidemment les deux de devant, les Cavaliers et les Knicks, mais le Magic, pour moi, il fait figure de 3e favori à l'Est, et notamment grâce à cet homme qui, je pense, va faire une belle saison. C'est mon prono. Et j'ai un prono en plus, c'est que pour moi, il doit être encore All-Star, mais surtout, il doit faire partie des 3 équipes All-NBA de la fin de saison, parce que quand on met 26, peut-être 27 ou 28 points par match, on peut vraiment prétendre à ça, pour le coup. Et si son équipe finit 3e à l'Est, je pense qu'il méritera d'être dans les 3 équipes All-NBA. Le dernier joueur dont on va parler maintenant, c'est le joueur le plus attendu. On a commencé avec le joueur peut-être dont on parle le moins en NBA, maintenant on va parler du joueur dont on parle le plus. C'est évidemment Victor Wembanyama, mais dont j'avais pas tellement parlé dans la vidéo sur les Spurs hier, parce que évidemment tout le monde en parle, mais je voulais quand même en parler un petit peu parce que c'est évidemment essentiel. Cette 3e saison de Wemby en NBA, il y a quelques années il était à Lasvel, qui jouait en Euroleague. Il a quitté Lasvel pour aller rejoindre les Metropolitans 92, les Mets, que j'avais vu jouer à Bercy à l'époque, avec Bilal Coulibaly c'était contre Lasvel justement. Match très sympa, mais il n'avait pas été exceptionnel, je m'en rappelle. Mais bon, c'était une expérience particulière. Lui qui a seulement 21 ans, qui aura 22 cette année, donc l'année prochaine plutôt. 2m26, il a apparemment encore grandi cet été. On sait pas trop ce qui se passe au niveau de sa taille, mais il grandit encore, apparemment. Lui qui est pivot, mais qui peut jouer aussi ailier fort, poste 4. Et la saison dernière, le problème, c'est qu'il avait joué seulement 46 matchs, à cause d'une blessure, qui apparemment est totalement guérie maintenant, donc espérons-le pour lui. La saison dernière, quand même, c'était 3 points de plus que la saison passée, 24 points, 11 rebonds, 3,7 passes, 47-48% au tir, quasiment 4 contre, 1 interception. C'est des stats de mammouth, vraiment. C'était une saison de malade avant qu'il soit blessé. All-Star, donc, juste avant d'être blessé. Il avait particulièrement rayonné pendant ce match, pardon. Et voilà, c'est un joueur que j'attends beaucoup. Il y a une comparaison dont je suis... c'est toujours compliqué, les comparaisons, évidemment. Mais ça me fait un peu penser au début de carrière de Michael Jordan, qui n'avait pas été numéro 1 de draft, mais qui avait été numéro 3, mais qui avait fait une saison, première saison en tant que rookie de l'année, comme Victor, exceptionnel, dans une franchise des Bulls qui gagnait pas grand-chose, qui n'a pas accédé aux playoffs. Et ensuite, il avait fait une deuxième saison où il avait été blessé pendant la majeure partie de la saison, avant de revenir et de faire une 3e saison de malade,
de remporter, il me semble, sur cette 3ème saison, le titre de défenseur de l'année. On en parle beaucoup pour Victor. Donc je trouve que la comparaison, pour le coup, se tient, est plutôt juste. Et c'est assez marrant parce que moi l'année dernière, quand j'ai travaillé sur la vidéo des Spurs, je pensais déjà à ça. Je savais même pas qu'il allait se blesser. Mais je me disais que sa saison a été un peu moins bonne que la première. Bah, j'avais une bonne intuition pour le coup. Même si au niveau des stats, c'était tout aussi bien, attention à ce que je dis. Mais en tout cas, moins bonne physiquement. Je l'ai trouvé un peu moins bon physiquement. Là, pour moi, son objectif, c'est d'augmenter encore de 3-4 points de moyenne, au moins. Il peut même être à plus, je pense. D'être, pourquoi pas, candidat au titre de défenseur de l'année. C'est quelque chose dont on parle tout le temps. S'il joue beaucoup de matchs, il pourra l'être, c'est sûr, avec son nombre de contres qu'il fait par match, même si la défense, c'est pas que des contres, évidemment. Et pourquoi pas, être candidat au titre de MVP, au moins pendant les premiers mois, essayer de chercher ce titre de MVP. J'entends beaucoup top 3, top 5. Ça me paraît quand même un tout petit peu optimiste, mais pour moi, pendant quelques mois, il pourrait espérer l'être. Mais pour moi, je sais pas s'il fera vraiment partie du top 5 à la fin de saison. Je le vois plus 6 ou 7 à la limite. Et surtout, l'objectif principal, c'est le 4ème, c'est atteindre les premiers playoffs de sa carrière. Ça, je pense que c'est son premier objectif. À la limite, presque, il s'en fout du reste, je pense. Parce que les playoffs, c'est ce qu'il y a de plus important dans la carrière d'un basketteur en NBA. Et voilà, on attend évidemment ça avec impatience. J'attends sa saison avec une grande impatience pour le coup. Autant que la saison de tous ces joueurs, qu'on peut remettre évidemment. Cedric Howard, le petit rookie. On avait aussi Nigel Hayes Davis, lui qui va essayer de se développer cette saison. Nimiach Keita, qui peut être titulaire. Gershon Yabusele, qui a quelque chose à jouer avec ses Knicks. Jalen Johnson, qui peut être une belle option pour les Hawks. Bénédicte Mathurin, qui est l'un des meilleurs joueurs maintenant de cette équipe des Pacers. Cooper Flagg, l'un des plus grands espoirs, peut-être le plus grand espoir des États-Unis au basket. Alperen Sengun qui est prêt à faire une saison de fou, je pense, comme Paolo Banchero, qui est maintenant le franchise player de cette franchise, et Victor Wembanyama, qui est même plus un franchise player, c'est un joueur générationnel. On est à un autre niveau, encore. Et donc voilà, j'attends cette saison avec impatience. Elle commence ce soir, avec 2 très belles affiches pour le coup. On a un Rockets Thunder, qui sont moi mes 2 favoris pour le titre à l'ouest. Je les ai mis 1 et 2. Donc très très belle affiche. On va voir Alperen Sengun dès ce soir. Qu'est-ce que j'ai hâte. On a aussi un très très beau Lakers Warriors. Stephen Curry contre LeBron James. LeBron James qui je crois est blessé d'ailleurs, il jouera pas ce match. Mais bref, on va avoir un duel Doncic-Curry, la nouvelle génération contre l'ancienne. Et ça va être très sympa, cette saison va être très sympa, j'ai très hâte, on se retrouve assez vite pour débriefer tous ces matchs. On va aussi voir dans la semaine Wembanyama contre Cooper Flagg, je crois que c'est demain soir il me semble. Bref, pas mal de matchs intéressants dès le début de semaine, il y a vraiment des très très belles rencontres, je crois que même le Thunder affronte Indiana, bref, plein de rencontres très très sympas. Dites-moi si les joueurs dont j'ai parlé vous intéressent aussi, si j'ai bien ciblé, ou s'il y en a d'autres que j'ai oubliés, peut-être c'est possible aussi. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines, parce qu'on continue à parler de basket, on parle aussi un peu de musique et de cinéma, et d'ici là, moi je vous dis à très vite.